Tell me what's wrong. Every hour, every... Bonjour chers amis et bienvenue. Aujourd'hui, vous me dites ce qui ne va pas dans cette histoire. ABBA, le duo formé par seulement deux pairs, qui a influencé la scène de la musique pop mondiale pendant les années 1970, on estime que le groupe a vendu plus d'un demi-milliard de copies en à peine une décennie de leur carrière avant d'annoncer leur conclusion en 1982. Et cet ensemble avait une figure centrale, Agnetha, la femme aux cheveux blonds qui, au-delà de son attrait, a attiré l'attention pour sa voix bien accordée et puissante. Néanmoins, est-il concevable que caché derrière tout ce charme, toute cette célébrité, tout ce triomphe, l'existence d'Agnetha était véritablement construite uniquement sur des instants joyeux? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Salutations et bienvenue chaleureusement à un nouvel épisode de la chaîne Anciancrate. Aujourd'hui, nous allons narrer l'histoire extraordinaire de la chanteuse suédoise Agnetha Fältskog. En effet, le bar dans Agnetha et ABBA, le célèbre ensemble pop suédois, est le label de l'album dévoilé en 2013 par l'une de ses chanteuses, la même personne aux cheveux blonds. C'était un événement extraordinaire car elle a elle-même promu la création, a accordé une interview à la BBC, et a chanté en public pour la première fois en 25 ans à Londres, lors d'un spectacle organisé par l'ONG Children in Need, soutenu par le diffuseur britannique lui-même. Même si ABBA s'est séparé en 1982 après la vente de près de 400 millions de disques, sa réputation d'individu introverti, sa peur des voyages en avion et sa prétendue prédisposition à la mélancolie ont tourmenté Agnetha pendant une longue période. Elle affirme que ce n'est ni énigmatique ni reclus, peut-être était-elle le paria du groupe et, de ce fait, la plus facile à identifier. C'est toute l'histoire, une fable nourrie par les tumultes de sa vie. En ce moment précis, alors que le groupe se prépare pour une tournée virtuelle mettant en vedette leurs 4 hologrammes, ils ont préféré exprimer leur joie par la seule proclamation officielle du collectif. Pas de caméra. La paix règne toujours dans sa propriété sur l'île d'Ecro à Stockholm. Nous avons pensé qu'après 35 ans, il pourrait être splendide de faire équipe à nouveau et d'enregistrer en studio. On dirait que le temps s'est arrêté ou une rencontre radieuse, déclare la communication annonçant l'expédition. Les déclarations d'Agnetha concernant son tempérament émanent de sa conversation avec la BBC, où elle admet que l'idée que les gens ont d'elle est faussée, un reproche qu'elle a ensuite réitéré dans d'autres conversations en dehors de son pays natal. Au cours du début des années 1980, les relations personnelles entre les membres contrastaient avec leur succès commercial. Au milieu de la crise, la mélodie The Victor Ripsall, écrite par Ulvaeus et Andersson, tournait autour de la dissolution entre Ulvaeus et Agnetha. Elle-même a pris le contrôle des vocaux pour la chanson. La chanteuse a expliqué comment la chanson reflétait les émotions de la relation elle-même et dans une certaine mesure, les épreuves vécues par Annie Ferdinand Andersson, qui a divorcé en 1981. C'était fantastique de chanter cette mélodie car je pouvais me plonger dans ses sentiments. Le partager avec le public ne m'a pas dérangé, cela ne semblait pas inapproprié, a déclaré Agnetha au magazine Liu. Âgée de 73 ans aujourd'hui, Agnetha se voit comme une femme simple, et donc, avec beaucoup de tendresse, elle parle de cette époque où nous tous d'ABBA étions extrêmement fatigués, après nos divorces, il n'y avait plus de raison de rester unis. En vérité, elle s'est mariée entre 1971 et 1980 avec Björn Ulvaeus, l'un des architectes musicaux du groupe. L'autre couple du quatuor, composé de la chanteuse Annie Fridlingstad et du compositeur Benny Andersson, s'est également séparé un an plus tard. Pendant une décennie, qui a constitué la période phare pour ABBA, Agnetha, associée à Ulvaeus, a eu 2 enfants avant de se séparer. Bien qu'elle soit déjà célèbre en Suède avant la formation du groupe en raison de sa voix de soprano mélodieuse, sa peur de la scène et des foules, associée à son désir de préserver sa solitude, ont laissé une marque indélébile sur sa vie ultérieure. Si vous êtes parvenu jusqu'ici et que vous appréciez le contenu, n'oubliez pas d'exprimer votre appréciation en cliquant sur le pouce levé et en vous abonnant à la chaîne pour nous encourager. Cela étant dit, revenons à notre sujet principal de la journée. Pour se remettre du divorce, Agnetha a ressenti le besoin d'une thérapie. Cependant, le décès de ses parents s'est révélé presque insurmontable. En 1994,
sa mère s'est tragiquement suicidée, et pendant une longue période, Agnetha l'a considéré comme un événement involontaire. 2 ans plus tard, son père est décédé. Ces 2 tragédies ont eu lieu pendant la période de silence prolongé de la chanteuse, qui s'étend de 1988 à 2004. Suite à cela, le chapitre le plus singulier et complexe de sa biographie s'est déroulé. Un chauffeur de camion néerlandais nommé Ger van der Groff, parmi ses admirateurs les plus fervents, l'a poursuivi avec une ténacité étonnante pendant plusieurs années. Étonnamment, en 1997, ils ont entamé une liaison intime qui s'est terminée en 1999. En réfléchissant à cette période, elle a affirmé « Ta fascination pour moi était si profonde que je me suis dit, pourquoi pas ?» Le problème s'est posé lorsque Van der Groff a refusé d'accepter la séparation, aboutissant finalement à une ordonnance restrictive contre lui en raison de harcèlement. Il a été expulsé aux Pays-Bas en 2000, mais a réussi à retourner en Suède à 2 reprises, étant à chaque fois expulsé à nouveau. Pour Agnetha, son appréhension à propos des vols a persisté, elle préférait les voyages terrestres chaque fois que c'était possible. Tandis que le reste du groupe prenait l'avion, elle optait souvent pour les bus. En 1979, lors d'une tournée aux États-Unis, son vol vers Boston a connu de fortes turbulences, nécessitant un atterrissage d'urgence. Agnetha croyait que les voyages en bus offriraient plus de confort, cependant, en 1983, le bus la transportant vers un concert en Suède s'est renversé sur l'autoroute. Miraculeusement, elle a été éjectée du bus indemne. Par la suite, la recherche de la tranquillité est devenue l'obsession d'Agnetha. Actuellement, dans le cadre de sa résidence à Ikaro, un charmant village suédois d'environ 10 000 habitants, elle vit avec sa famille à proximité de ses enfants. En abordant les lacunes narratives de sa vie, Agnetha a tenté de les éclairer dans sa biographie. Elle y reconnaît les moments forts avec ABBA, leur triomphe à l'Eurovision en 1974, la gratitude et l'humilité suscitées par les applaudissements de foules de nations diverses. Elle relate également les complexités d'être une légende pop. Cependant, sa chanson préférée est The Winner Take It All, écrite à la suite de son divorce déterminant. Actuellement, ses journées sont remplies de vie sur sa propriété, chantant selon son propre rythme et chérissant les moments avec sa famille. En réalité, malgré l'éloignement des vies personnelles et des carrières, ABBA s'est séparé, pourtant, quelques rares occasions publiques ont vu les 4 membres se réunir les années suivantes. Malgré les traumatismes, le groupe a atteint un succès si monumental qu'on peut affirmer que la popularité d'ABBA a perduré à travers les décennies, persistant jusqu'à aujourd'hui. Alors, étiez-vous un fan d'ABBA? Quelles ont été vos impressions concernant l'histoire de la chanteuse principale du groupe? En réalité, même ceux qui acquièrent la renommée dans le domaine artistique continuent à lutter contre une multitude de défis. Après tout, nous restons humains, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous concluons cet épisode. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne pour nous permettre de continuer à produire du contenu de ce type. À bientôt dans la prochaine vidéo.